Toutes nos journées sont remplies de plein de petites décisions à prendre. Certaines sont importantes, d'autres pas du tout. Pourtant, face à tous ces choix, on peut vite devenir anxieux et stressé, surtout si on veut être certain de faire le bon choix. Ça s'appelle la fatigue décisionnelle. Et une des solutions à ce problème, c'est d'utiliser les modèles mentaux pour aider à simplifier la prise de décision. Tous les gros décideurs comme Elon Musk, Jeff Bezos ou Warren Buffett utilisent des modèles mentaux tous les jours. Voici 10 règles qui ont changé ma vie et qui ont drastiquement diminué ma charge mentale au quotidien. La croissance par l'inconfort. Quand j'étais au lycée, j'étais vu comme le crack en informatique. Je gagnais de l'argent en réparant des ordinateurs, j'avais appris à coder sur internet et je faisais même du freelance en création de sites internet. Clairement, j'étais au top, mais j'étais aussi dans ma zone de confort. Car à Villeneuve-la-Garenne, là où j'ai grandi, il n'y avait personne pour me contredire ou me challenger. Ensuite, après le bac, j'ai atterri dans une école d'informatique qui s'appelait Epita et je me suis fait littéralement éclater. 1. Je me suis retrouvé avec des gens qui étaient bien meilleurs que moi. 2. Je devais continuer à faire du freelance pour pouvoir payer mes études. Le niveau était haut, le rythme était infernal, j'étais à 2 doigts de laisser tomber. Cette période horrible, elle a duré à peu près 3 ans et j'ai jamais autant progressé que sur ces 3 premières années. C'était dur parce que j'étais constamment confronté à de l'inconfort. Et je sais que si j'étais resté à Villeneuve-la-Garenne, eh bien j'aurais stagné en termes de niveau. Je serais resté dans ma zone de confort et j'aurais jamais vraiment évolué sur mon niveau en informatique. Et je sais que ma courbe d'évolution n'aurait pas été pareille. Donc maintenant, à chaque fois que je dois apprendre quelque chose, monter en compétence sur un sujet, j'essaie de faire le truc le plus contre-intuitif qui existe. Maximiser l'inconfort pour maximiser ma courbe de progression. Et ça marche. J'ai jamais autant progressé en négociation qu'en bossant en tant que commercial et j'ai fait un certain nombre de trucs bien chelous qui ont augmenté ma résistance à l'inconfort. Un de mes auteurs préférés, Tim Ferriss, dans son bouquin 4-Hour Workweek, la semaine de 4 heures, il propose d'ailleurs une série de challenges pour augmenter sa résistance à l'inconfort. Par exemple, fixer quelqu'un du regard pendant longtemps, ou vous allonger par terre dans une gare pour voir la réaction des gens, ou encore demander une petite réduction quand vous allez prendre un café par exemple. Tous ces challenges sont là pour améliorer votre relation à l'inconfort. Et selon moi, plus on est OK avec le fait d'être inconfortable, plus on maximise sa courbe d'évolution. En tout cas, c'est une règle qui marche pour moi. La loi de Pareto, aussi appelée le principe des 80-20, c'est un principe qui a été introduit par un économiste et sociologue italien qui s'appelait Vilfredo Pareto. Il avait remarqué un truc assez intéressant à l'époque, qui était qu'en Italie, 80% des richesses étaient détenues par uniquement 20% de la population. Et en creusant un peu plus loin, il a remarqué que ce schéma de richesse se répétait un peu partout en Europe. Et ce principe des 80-20 se vérifie dans plein d'autres endroits de nos vies perso et pro. Par exemple, pour moi, 20% de mes clients génèrent 80% de mes revenus. Ou alors 20% des vidéos de cette chaîne sont responsables de 80% des vues de cette chaîne. En fait, ce que nous dit la loi de Pareto, c'est 80% des effets sont provoqués par 20% des causes. Moi, comment je l'utilise au quotidien ? En fait, c'est en comprenant que uniquement 20% de mes efforts que je vais faire au quotidien vont être responsables de 80% des résultats que je vais avoir sur toute une journée. À chaque fois que je fais quelque chose, j'essaie de me demander quels sont les 20%. Donc par exemple, quand je rédige un article de blog, je sais que sur tout le temps que je vais passer à rédiger cet article, uniquement 20% de ce temps va contribuer à 80% de la valeur que vont recevoir les lecteurs. Tout le reste, tout ce que je veux faire, en fait, ça va être du détail. Je peux vous prendre un autre exemple. Pour ma formation, par exemple Notion Secret, 20% des questions étaient responsables de 80% des tickets support. Donc j'ai creusé parmi toutes ces questions et j'ai essayé de voir celles qui étaient les plus récurrentes. J'en ai fait une page FAQ. Et du coup, ça permet de focaliser son attention de manière optimisée. Cette règle, c'est une de mes règles préférées parce que ça m'oblige à me focaliser sur l'essentiel pour devenir plus efficace. Minimisation du regret. Au moment où Jeff Bezos a eu l'idée d'Amazon, il travaille pour une grosse entreprise à Wall Street. Il était hyper bien payé, il avait une position très stratégique dans la boîte, sauf qu'il avait eu l'idée d'Amazon, une idée incroyable qui selon lui allait révolutionner la manière dont sont vendus les bouquins sur internet. Il avait envie de sauter le pas et de se lancer. Sauf que quand il en a parlé à son boss, il lui a dit « Écoute, Jeff, c'est une superbe idée, mais sauf qu'elle est pas pour quelqu'un qui a une carrière comme toi aujourd'hui, pas comme quelqu'un qui a ce niveau hiérarchique dans la boîte. » Bref, Jeff Bezos était tiraillé entre 1. Rester dans sa boîte, continuer à monter les échelons, avoir son bonus de fin d'année, etc. Bref, suivre sa carrière. Ou alors laisser tomber sa carrière, démarrer de zéro pour un truc hyper risqué, mais qu'il a très envie de faire. Et c'est là qu'il a trouvé une manière très originale de poser le problème. En fait, il s'est projeté à ses 80 ans et s'est visualisé en train de se demander ce qu'il regretterait le plus entre avoir lancé et donné vie à son idée ou ne pas avoir même essayé de lancer ça. Et à ce moment-là, la réponse était hyper simple pour lui. Il s'est dit qu'il réussisse ou non, à 80 ans, il s'en serait voulu comme jamais de ne serait-ce qu'avoir essayé de lancer Amazon. Et au final, il avait raison. Il a appelé ce modèle mental le Regret Minimization Framework, donc comment minimiser ses regrets à 80 ans. Et c'est extrêmement puissant, à chaque fois qu'il doit prendre une décision personnelle un peu compliquée, eh bien il applique ce framework. J'étais tombé dessus il y a quelques années, et maintenant quand je dois prendre des décisions un peu importantes, je me demande à chaque fois ce que mon moi dirait quand j'aurai 80 ans. Et je dois tellement à ce framework, parce que c'est ça qui m'a permis de me lancer sur YouTube, d'avoir vécu dans des pays incroyables, ou alors d'explorer des trucs que j'aurais jamais pensé faire. C'est
parce qu'à 80 ans, je ne voulais pas regretter de ne pas avoir fait ça. Hell yeah or no? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir dit oui à un événement ou à un dîner et quand le jour J arrive, et vous êtes un petit peu en train de traîner les pieds parce que vous n'êtes plus vraiment sûr d'y aller. Sauf qu'il est un peu trop tard pour dire non et vous avez promis, donc vous y allez quand même et vous passez une soirée qui est pas terrible. Moi ça m'est arrivé plus d'une fois, j'ai longtemps été un yes man qui disait oui à tout parce que j'avais peur de louper des trucs cool et j'avais surtout peur de dire non aux gens et de les décevoir. Ce qui faisait que tout mon agenda était souvent rempli de trucs totalement inutiles et moi j'avais plus le temps pour les choses qui étaient importantes pour moi. Je savais qu'il fallait que je dise non plus souvent, mais sur le moment je me faisais avoir à chaque fois. Et là c'était à peu près il y a 5 ans dans le podcast de Tim Ferriss que j'avais entendu parler de la règle Hell yeah or no. Et c'était Derek Sivers qui était en train d'être interviewé chez lui. Et lui, il appliquait ce modèle mental très simple qui est de quand on lui propose un truc, soit c'est putain oui, donc s'il le sent pas au fond de lui que c'est un truc qu'il veut absolument faire, l'autre réponse est tout simplement un non. Sauf que dire non, c'est toujours un peu délicat. Et surtout que moi, dans la culture indienne, dire non, c'est pas vraiment un truc. Si vous allez en Inde et que vous allez demander la rue à quelqu'un, même s'il connaît pas, il va quand même vous indiquer quelque chose. C'est contre-intuitif de dire non aussi facilement en fait. Et du coup, j'ai gamifié un peu le truc, j'ai créé une page Notion sur laquelle j'ai plein de manières de dire non, des pavés plus qu'à copier-coller pour gentiment dire non aux gens et leur expliquer pourquoi, sans qu'ils le prennent mal. Et je me suis aussi inspiré de mon pote Jonathan Lefebvre qui, lui, a carrément créé un raccourci sur Alfred, qui est savoir dire non, il appuie sur entrée, et boum, cette page s'affiche, je peux donc facilement copier-coller. Il y a autre chose que j'ai ajouté aussi, c'est que j'ai mis mes objectifs du moment, en fait. Et du coup, ça me permet, à chaque fois qu'on me propose quelque chose, quand j'hésite un peu, de voir est-ce que ça match vraiment avec les objectifs que je me suis fixés en début de trimestre. Et si c'est non, c'est non. La force du batching. On est d'accord, ça vous viendrait pas à l'idée d'à chaque fois que vous voulez laver une assiette, de la mettre dans le lave-vaisselle et de faire tourner ce lave-vaisselle. On est d'accord. Et pourtant, c'est ce que la plupart des gens font à chaque fois qu'ils reçoivent un email, ils reçoivent une notif et puis ils cliquent sur cette notif et ils commencent à répondre à cet email alors qu'ils étaient en train de faire quelque chose de totalement autre et de bien plus important. Pour pallier à ça, je regroupe des éléments ensemble, je batch des éléments ensemble. Comme pour une machine à laver où vous allez mettre un bac à linge pour attendre qu'il se remplisse et enfin faire votre machine, c'est pareil. Moi, dans la semaine, j'ai généralement une demi-journée ou une journée qui est dédiée aux appels, là où je vais parler à des êtres humains, une où je vais filmer des vidéos, une où je vais que écrire du contenu, et en tout cas j'essaie de regrouper au maximum les tâches qui vont me demander de me concentrer beaucoup plus que par exemple gérer mes emails ou rentrer mes notes de frais par exemple. Là c'est pareil, je tourne 2 vidéos de suite parce que j'ai ma caméra qui est installée, j'ai ma lumière qui est installée, je suis certain qu'il n'y ait personne à la maison pour pouvoir filmer tranquille, je vais pas à chaque fois que j'ai un petit truc à filmer ressortir ma caméra, ressortir tout ça. Tout ça, ça crée de la friction, c'est ce qui crée d'ailleurs de la procrastination dans tout ce que je fais d'habitude, mais voilà, j'essaye au maximum d'utiliser le batching pour pouvoir éviter ça. Par contre, parfois ça va un petit peu trop loin, quand je monte un meuble Ikea et qu'il y a des vis à visser, il se peut que je veuille là aussi faire du batching. Bref, ça c'est une autre histoire quand on le pousse un peu à l'extrême. Le mieux est l'ennemi du bien. La perfection, c'est le truc qui m'a longtemps gâché la vie. Que ce soit pour des projets entrepreneuriaux que j'ai jamais lancés parce qu'ils n'étaient pas encore prêts, ou alors des vidéos que j'ai jamais publiées parce qu'elles n'étaient pas encore prêtes et parfaites, c'est un truc qui m'a longtemps empêché de passer à l'action. Et je le vois partout. Par exemple, les gens que j'accompagne sur Notion, il y en a plein qui attendent d'avoir le système de productivité parfait sur Notion pour pouvoir commencer à être productif. Ou d'autres personnes qui veulent par exemple lancer une chaîne YouTube ou un podcast qui attendent d'avoir le meilleur micro ou la meilleure lumière, d'avoir fait toutes les recherches pour avoir le truc vraiment parfait. Sauf que tout ça, ça nous empêche de passer à l'action. Moi, j'ai toujours appris en faisant. Le premier site web que j'avais fait pour quelqu'un, c'était en seconde. Je savais ni coder en HTML, ni en PHP ou quoi que ce soit. J'ai tout appris sur le site du zéro, mais j'ai pas attendu d'avoir fini ma formation en PHP pour délivrer ce site. J'ai juste appris au fur et à mesure sur Internet. Et c'est vrai pour tout. Plus on fait, plus on apprend, plus on fait. Et pareil pour cette chaîne, la première vidéo que j'ai sortie, j'avais même pas de micro, j'avais mes écouteurs qui pendouillaient, j'avais un son qui était dégueu, une vidéo qui était dégueu, mais j'ai publié la première vidéo. Et c'est avec les retours des gens, mais surtout de nous-mêmes, parce qu'on est très critique face à nous-mêmes, que j'ai pu améliorer la qualité de mes vidéos. Le chemin avant la destination. Alors celui-là, c'est vraiment un garde-fou contre moi-même. Je vous donne un exemple. À un moment donné, j'étais fou et je voulais absolument démarrer une agence de consulting no-code. En fait, j'avais plein de demandes qui venaient sur LinkedIn, qui me demandaient si je pouvais faire une prestation Airtable pour eux, une prestation sur Notion ou sur plein d'autres outils, les conseiller, etc. Je me suis dit, non mais moi, je peux pas me décupler, je vais créer une agence de consulting et comme ça, les gens vont pouvoir faire le travail pour moi, etc. Et donc je m'étais un peu emballé sur cette idée. Et en fait, à chaque fois
que ça m'arrive, et je sais quand ça m'arrive, c'est quand je vais un peu trop loin dans les tours et je suis un peu trop obsédé par une idée, à chaque fois j'essaie de visualiser le chemin plutôt que la destination. Les visualiser la destination, elle est facile. Avoir des gens qui font du no-code, moi je fais rentrer les deals, les gens sont contents, il y a plein de projets no-code qui sont faits, etc., etc. Mais sauf que le chemin, il y en a très peu qui le visualisent. Et ce framework-là, en fait, ça m'oblige à visualiser le chemin. Donc à chaque fois que j'ai un truc comme ça, je me pose et me disais, ok, qu'est-ce que ça va me prendre comme énergie de gérer des clients, de gérer des requêtes support, qu'est-ce que ça va me prendre comme énergie de gérer des retours clients, de comprendre le besoin des clients. Et en fait, tout ça, en fait, j'étais pas du tout excité par le chemin. Je voulais pas du tout faire une agence de consulting no-code. Je déteste recruter plein de gens, faire en sorte qu'ils travaillent pour moi. Je déteste qu'il y ait des gens qui m'appellent en me disant, ouais, il y a un consultant ou un autre qui a fait tel et tel travail et qu'il faut revoir ça. Je déteste, en fait, bosser sur le projet d'une agence ou bosser dans une agence. Donc ce travail de visualisation, il est hyper important, mais souvent, les gens visualisent plutôt la destination que le chemin, et moi, je me force de visualiser le chemin pour essayer de voir si je kiffe ou pas. Et ce projet d'agence, du coup, il est tombé à l'eau et je suis très content parce que la vie de quelqu'un qui run une agence, bah, ça m'intéresse pas du tout. Et en réalité, dans tout ce qu'on fait, le plus important, c'est quand même le chemin. Par exemple, avec des potes, on s'est promis de faire le Kilimandjaro. Je fantasme pas uniquement sur le sommet, je fantasme sur le fait qu'on va faire une préparation de dingue, qu'on va devoir s'équiper, que ça va être génial, on va devoir aller s'entraîner sur d'autres sommets avant. Bref, c'est plus le chemin qui est intéressant parce qu'une fois qu'on est arrivé au sommet, c'est bon, cool, on redescend, il n'y a rien de plus. Mais là où on passe quand même 99,9% de son temps, c'est quand même sur le chemin. Sunk cost fallacy. Imaginez que vous allez au cinéma pour voir un super film, tous vos potes ont dit que c'était un super film, vous payez votre ticket de cinéma à 9,90 € et là, à la moitié du film, bah, vous vous rendez compte que le film est totalement nul et que vous êtes en train de perdre votre temps. Vous pouvez pas sortir votre téléphone parce que sinon le voisin va pas être content et vous pouvez pas partir non plus parce que vous avez quand même payé pas mal d'argent pour voir ce film. Et justement, c'est cette dernière phrase qui est problématique. Normalement, le fait que vous avez perdu déjà ces 9,90 €, c'est pas censé être un problème parce qu'ils sont perdus quoi qu'il arrive. Et ça, notre cerveau, il a du mal à l'accepter. À chaque fois qu'on a quelque chose où on a investi de l'argent, on est beaucoup trop pris dedans, bah on a du mal à sortir de ça. On pense souvent qu'on a déjà beaucoup investi pour partir maintenant. Et l'investissement, il n'est pas uniquement en termes d'argent, hein, il peut être en termes d'effort ou en termes de temps. Je vous donne un autre exemple, cette fois-ci en termes de temps. Imaginons que vous êtes en train d'attendre un arrêt de bus. Ça fait 5 minutes que vous attendez, le chemin pour rentrer jusqu'à chez vous, bah, il fait 10 minutes. Bah là, vous vous dites, bon, j'ai déjà attendu 5 minutes, est-ce que ça vaut encore le coup de l'attendre? Oui et non. Imaginons le bus passe que dans 10 minutes, et bah, vous l'aurez attendu quoi qu'il arrive, parce que vous êtes dit, non mais j'ai déjà attendu 5 minutes, je ne vais pas partir maintenant. Ce biais cognitif, il est très classique pour notre cerveau. Maintenant, la manière dont moi je me prémunis, c'est de me dire, à chaque fois que j'ai plus envie de faire quelque chose, peu importe la somme, l'effort ou le temps que j'ai déjà investi, eh bien je m'en vais. C'est pas parce que j'ai commencé à écouter un bouquin audio de 6 heures et j'ai déjà écouté les 2 heures que je serai obligé de le finir juste parce que j'ai déjà écouté les 2 heures. Bref, je force mon cerveau à comprendre que c'est un coût qui est un coût irrécupérable, que je l'ai déjà dépensé. Donc normalement, ma décision future doit pas se baser sur ce que j'ai fait avant, mais uniquement sur ce que je veux dans le futur. Objectif vs système. Vous savez, je suis un grand fan de fixer des objectifs. Pour moi, c'est le point de GPS qui va nous permettre d'avancer, même si c'est pas l'objectif parfait final, mais au moins ça va vous aider à aller vers la direction. En tout cas, moi, c'est ce que je fais, c'est que je fixe plein d'objectifs par trimestre, et c'est ce que beaucoup de gens font aussi, par exemple en début d'année, quand c'est le nouvel an, etc. Et souvent, la raison pour laquelle ces objectifs ne sont jamais tenus, c'est parce qu'ils sont pas accompagnés d'un système. En fait, pour moi, un objectif, c'est une chose, mais le système qui va vous permettre d'y arriver, c'en est une autre. Par exemple, l'objectif de je veux perdre 5 kilos, bah, c'est génial comme objectif. Maintenant, le système pour y arriver, c'est de créer une routine pour aller au sport. Donc souvent, les gens vont se fixer des objectifs, mais vont pas du tout établir une marche à suivre, un système pour y arriver. Moi, à chaque fois que j'ai dans une réunion ou dans une conversation où on se dit, ok, maintenant on se tient à ça, on se tient à ce nouvel objectif, je me pose à chaque fois la question, ok, comment est-ce qu'on peut faire pour que cet objectif soit atteint? Quel est le système qu'on peut mettre en place? Est-ce que ça va être une habitude? Est-ce que ça va être un plan d'action? Est-ce que ça va être un changement à mon environnement? Bref, le système est bien plus important que l'objectif en réalité. One level higher. Imaginez que vous avez une imprimante, vous avez acheté une imprimante, on vous a offert une imprimante, et cette imprimante, eh ben, elle a des cartouches qui coûtent très très cher. Donc c'est souvent le cas d'ailleurs avec les imprimantes bas de gamme. On a les cartouches qui coûtent quasiment autant que le prix de l'imprimante, et là du coup vous êtes sur internet, vous êtes en train de chercher sur plein de sites un peu shady des cartouches d'imprimantes les moins chères.
Et vous avez raison, vous voulez en total, sur une année, payer le moins cher possible. Et ce modèle mental, One Level Higher, eh bien ça nous propose de réfléchir à un niveau au-dessus, en se disant si je devais pas acheter des cartouches mais changer d'imprimante, est-ce que la somme totale de ce que je vais dépenser serait moins chère? Le niveau au-dessus de résolution de ce problème, ça serait bon, est-ce que j'ai vraiment besoin d'imprimer autant? Quels sont les documents que j'imprime? Est-ce que je peux pas réduire ces impressions? Et on peut continuer comme ça, ainsi de suite. Tout l'objectif, c'est est-ce que je réfléchis au niveau du rouage de la machine ou je réfléchis au niveau de la machine en entière? Et du coup, sur n'importe quel problème que vous êtes en train de résoudre, vous pouvez vous poser la question, un cran au-dessus, quelle serait la résolution possible? Par exemple, vous êtes dans un job classique dans lequel vous vous plaisez pas trop, mais vous allez essayer de tout faire pour avoir une augmentation parce que vous voulez une stabilité financière. Eh bien, le cran au-dessus serait de se poser la question, ok, est-ce que je pourrais pas changer de job pour pouvoir avoir une meilleure stabilité financière? Ou un cran au-dessus, qu'est-ce qui fait que j'ai pas de stabilité financière? Eh bien, je dépense 45% de mon salaire en loyer. Est-ce que j'irai pas dans une ville moins chère avec des charges qui sont moins grandes pour pouvoir avoir une meilleure stabilité financière? Et on peut continuer comme ça, plusieurs crans au-dessus. Bref, voici les 10 modèles mentaux avec lesquels je vis tous les jours. N'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y en a certains que vous utilisez et que j'aurais potentiellement oublié. Maintenant, je vous invite à aller voir une vidéo peut-être un peu plus concrète où j'applique certains de ces modèles. Elle est ici et vous explique comment être plus productif quand on travaille de chez nous en télétravail.